Bonjour, chers camarades bourse-coteurs, j'espère que vous allez bien. Malheureusement, la guerre en Ukraine fait toujours rage, ce qui continue d'affecter les marchés. La bourse était toujours teintée de rouge au cours de la séance d'aujourd'hui. La chute boursière amorcée au début janvier par les propos plus agressifs qu'anticipés de la Fed s'est accélérée récemment avec l'embrasement d'un conflit armé en sol européen. En plus, cette guerre implique la troisième puissance militaire mondiale qui est dotée de l'un des arsenaux nucléaires les plus puissants au monde. Une belle mixture d'incertitudes régulièrement assaisonnée de rebondissements les plus négatifs les uns que les autres. Un scénario parfait qui donne la belle tempête boursière que nous avons actuellement. Alors dans cette vidéo, je vous propose une mise à jour sur la guerre en Ukraine. Je discute de la troisième ronde de sanctions économiques imposées sur la Russie et je termine en spéculant sur les conséquences potentielles de ces sanctions sur les marchés boursiers. Est-ce que, par exemple, un rebond serait à venir sur les marchés boursiers? C'est ce dont je parle aujourd'hui. D'abord, parlons de la plus importante guerre en sol européen depuis la Seconde Guerre mondiale. L'armée russe vient tout juste de terminer sa quatrième journée de campagne et le moins qu'on puisse dire, c'est que le tout ne se déroule pas aussi bien qu'anticipé par les dirigeants russes. Poutine et sa bande s'attendaient à ce que l'attaque surprise du 24 février dernier, accompagnée de bombardements et d'une invasion terrestre d'envergure, ait raison du gouvernement et de l'armée ukrainienne rapidement. Il faut croire que ça ne s'est pas déroulé comme prévu. La supériorité aérienne ne peut être atteinte. L'armée ukrainienne offre une résistance bien au-delà des attentes et plusieurs attaques sur des zones stratégiques ont été repoussées par l'armée ukrainienne. Les Russes ont fait des gains rapides dus à l'effet de surprise, mais n'ont pu s'emparer des villes stratégiques au cours des premières heures de leur attaque. Après 3-4 jours de combat, le moral de l'armée ukrainienne tient bon et les attaques sur Kiev et Kharkov, les deux plus grandes villes du pays, ont été repoussées avec succès. Par contre, l'armée russe a fait des gains depuis le lancement de son attaque surprise sur les trois fronts, soit au nord, à l'est et au sud, même si elle n'a pas été en mesure de prendre le contrôle de villes importantes pour l'instant. Une percée a été réalisée dans la banlieue nord-est de Kiev et l'armée russe pousse sur le front ouest afin de resserrer son étau sur la capitale ukrainienne. Une campagne russe réussie sur le front sud viendrait ajouter encore plus de pression sur Kiev, qui serait à toute fin pratique encerclée. Cette guerre ne se fait pas à coup nul pour la Russie. Selon le gouvernement ukrainien, les Russes auraient perdu 5300 soldats, 29 avions de chasse, 29 hélicoptères et 191 chars d'assaut. Du côté ukrainien, les pertes seraient moindres, mais tout cela ne reste que des chiffres officieux. En temps de guerre, les deux côtés ont tendance à sous-estimer leurs pertes et à surestimer celles de leurs adversaires. Une technique vouée à rehausser le moral de ses troupes. Parlant du moral, l'avantage est clairement du côté ukrainien. Lorsque tu défends ta patrie, ta ville, ta communauté et ta famille, la motivation est beaucoup plus forte. Dans le rôle d'attaquant, les soldats russes sont beaucoup plus motivés à tenter de rester en vie que de perdre leur vie dans une guerre aux objectifs idéologiques et politiques pour lesquels ils doivent exprimer peu de sympathie. Plus cette guerre durera dans le temps, plus l'avantage sera aux Ukrainiens, tant du côté moral que du côté militaire. Plusieurs pays occidentaux ont offert du financement et des armements à l'Ukraine, ce qui renforcera ses défenses. Du côté russe, on a tout avantage à ne pas s'enliser dans une guerre de tranchées. Selon les analystes militaires, la Russie aurait mobilisé autour de 50% des troupes qui étaient stationnées à la frontière avec l'Ukraine, ce qui veut dire environ 100 000 soldats. À mon avis, on peut s'attendre à ce que plus de troupes soient engagées dans les combats au cours des prochains jours et que ceux-ci s'intensifient. Le Bélarus, État vassal à la Russie, déploiera probablement aussi des troupes sur le terrain pour soutenir la Russie. La Russie doit non seulement manœuvrer avec une armée plus ou moins motivée, mais aussi avec une panoplie de sanctions internationales qui ne cessent de s'accumuler. La Russie a été, au cours de la fin de semaine, exclue du système SWIFT. J'en parlais dans ma dernière vidéo de la semaine dernière en disant que certains pays s'opposaient à cette sanction pour éviter les répercussions sur leur approvisionnement en gaz et en pétrole russe. Il y a eu tout un tollé médiatique et les pays occidentaux ont finalement décidé d'exclure la Russie du système SWIFT. En fait, il y a un bémol. Ils ont décidé d'exclure certaines banques russes du système, se gardant bien d'exclure celles avec lesquelles les pays comme l'Allemagne et l'Italie transigent pour payer l'énergie qu'ils achètent de la Russie. Donc la Russie n'est pas bannie du système SWIFT, même si elle l'était, ça ne sonnerait pas nécessairement l'arrêt de l'économie russe. Des pays comme l'Iran fonctionnent même s'ils en sont exclus. En fait, SWIFT, c'est un système de messagerie. Il n'y a pas de transfert d'argent à travers SWIFT. Tout ce qui est envoyé, c'est un message, un ordre de paiement visant à modifier les livres de compte des banques. Celui qui envoie l'argent se fait débiter la somme de son compte et celui qui la reçoit se la fait créditer. L'avantage de SWIFT, c'est qu'il s'agit d'un système centralisé,
normé et regroupant des milliers d'institutions financières. La Russie pourrait court-circuiter SWIFT en implantant son propre système et en utilisant un système aussi simple que des courriers électroniques. Le seul enjeu, c'est que ça pourrait fonctionner en Russie, mais il est fort peu probable que les banques à l'international soient très réceptives à ce système alternatif. Une des conséquences de cette exclusion partielle de la Russie de SWIFT, c'est le risque de défaut de paiement et de frais à découvert. Disons que vous avez une entreprise au Canada et que vous attendez un paiement pour des biens que vous avez envoyés en Russie. Il est possible que vous ne voyez jamais la couleur de votre argent dû au fait qu'il est impossible pour la banque russe d'envoyer l'ordre de transfert monétaire. Si vous avez vous-même des paiements à faire et que vous comptiez sur les revenus de la vente de produits en Russie pour pouvoir les faire, eh bien, le compte de votre entreprise se trouvera peut-être à découvert et des frais vous seront chargés par la banque. À l'échelle mondiale, il y a un risque de défaut important pour plusieurs institutions qui se verront privées de fonds en provenance de la Russie qui sont essentiels à leur fonctionnement. La question qui s'impose, c'est quel sera le rôle de nos banques centrales dans le dossier? Vont-elles intervenir pour éviter les turbulences économiques que cela pourrait créer? Parlant de banque centrale, les nouvelles sanctions les plus significatives qui ont été imposées à la Russie touchent sa banque centrale. Vous vous rappelez du trésor de guerre russe de plus de 600 milliards de dollars américains dont je vous ai parlé dans ma vidéo précédente? Eh bien, il se trouve que plusieurs milliards de dollars détenus en devises étrangères sont dans des comptes offshore auxquels la Banque centrale de Russie n'aura plus accès. Le problème, c'est que la Banque centrale de Russie ne pourra plus utiliser ses réserves pour soutenir le rouble qui continue sa chute. Une monnaie fiduciaire voit sa valeur basée sur la confiance qu'ont les citoyens envers leur gouvernement. Quand la confiance est brisée, la monnaie s'effondre et quand la monnaie s'effondre, c'est toute la structure économique du pays qui se retrouve en lambeaux. Lorsque vous voyez des files de gens se ruer sur les ATM pour retirer leur épargne, pour la faire changer en euros ou en dollars américains, c'est signe que la devise nationale ne se porte pas très bien. Quand tout le monde offre ses roubles pour avoir du dollar américain, les forces de l'offre et de la demande font leur travail et vous voyez le rouble plonger vis-à-vis les devises étrangères. Pour stopper la chute de sa devise, la banque centrale d'un pays peut intervenir en utilisant ses réserves en dollars et acheter la devise nationale sur le marché, ce qui vient à stabiliser son prix. Cette option sera malheureusement maintenant limitée pour la Banque centrale russe. Un autre outil permettant de stabiliser la devise nationale, c'est les taux d'intérêt. Ce matin, la Banque centrale russe a monté son taux directeur de 9,5 % à 20 %. Assez incroyable comme hausse. L'objectif, c'est de rendre le rendement sur les dépôts intéressant et inciter les gens à détenir des roubles. Ça vient aussi complètement détruire toute perspective de croissance économique et la Russie tombera en récession. Il n'y a aucun doute là-dessus. La Russie a aussi interdit la conversion du rouble pour éviter l'accélération de sa chute. Donc, si on ne peut plus convertir nos devises, eh bien là, on les conserve dans notre compte de banque. C'est une chose de mener une guerre militaire, mais c'en est une autre de mener en parallèle une guerre économique. Quand tout l'univers est contre toi, les chances que tu t'en sortes indemne sont assez faibles. Le prix payé par la Russie pour cette guerre sera très élevé. Malheureusement, ce seront les Russes qui n'ont rien à voir avec tout ça qui subiront le plus durement les effets de ces sanctions. Qu'est-ce que ça veut dire pour les marchés? À mon avis, Poutine ne lâchera pas le morceau. Soit le gouvernement en Ukraine tombe, soit c'est lui qui tombe. Ne vous faites pas berner par les négociations qui ont cours actuellement. À mon avis, il s'agit pour Poutine de montrer qu'il a essayé de négocier la fin de la guerre avec le gouvernement ukrainien, mais en vain, et ainsi nourrir sa machine de propagande afin de démontrer l'intransigeance de Kiev par rapport à ses volontés de négociation. L'incertitude politique va donc continuer pour encore un certain temps, et avec les menaces nucléaires qui planent dans l'air, ça ne prendrait qu'une étincelle pour mettre le feu aux poudres. En réaction à cela, le marché des obligations anticipe une économie américaine plus faible et une Fed moins agressive. Du moins, c'est ce que laisse transparaître le retrait du rendement des obligations. La Fed vient de se trouver une belle porte de sortie avec la guerre en Ukraine. L'inflation sera maintenant justifiée due à l'effet d'un conflit qui affecte les prix de l'énergie. En période d'incertitude, on nous dirait que la prudence prévaut par rapport au resserrement de la politique monétaire. La Fed affirmera qu'hausser les taux trop rapidement pourrait stopper une économie déjà en phase de ralentissement et que pour cette raison, un soutien relatif est toujours requis, qu'elle ne peut contrer une inflation causée par une hausse des prix de l'énergie en haussant les taux d'intérêt. Autrement dit, attendez-vous à ce que l'inflation ralentisse, certes, mais qu'elle reste tout de même à des niveaux historiquement élevés compte tenu de la politique monétaire qui restera accommodante. Du moins, c'est mon avis. Sans compter qu'elle pourrait avoir à intervenir en cas où l'exclusion partielle de la Russie de SWIFT se répercute dans certains secteurs de l'économie mondiale. En fait, tout cela a le potentiel de faire rebondir les indices. Surtout que les marchés sont à un niveau de négativité vu la dernière fois au cours de la grande crise financière de 2008. Les 9 à 10 hausses de taux d'intérêt que certains économistes prévoyaient pas plus tard que la semaine dernière sont choses du passé. À mon avis, encore une fois, le 16 mars est la journée à surveiller afin de voir
la façon dont le conflit ukrainien affectera le discours de la Fed, mais c'est fort possible que si la politique monétaire reste accommodante, on voit le cours des actions rebondir. Laissez-moi savoir dans la zone de commentaires ce que vous pensez qui arrivera avec le conflit Ukraine-Russie. Ça fait un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. À la prochaine.